So why is it got to be so damn J'ai trouvé une voie, je me suis dit je vais pas lâcher, je vais m'accrocher, je vais aller jusqu'au bout. Et donc suite à cette formation, au bout de 4 mois, j'ai eu les bases, j'ai commencé à m'équiper, acheter mon propre matériel, mon premier Mac, etc., etc. Et là je me suis dit ok, je suis prêt. J'ai une première formation qui est là. Donc je continue à filmer dans mon quartier, je filme tout ce qui se passe. Et en 2005, en bas de chez moi, il y a un drame qui se produit, la mort de 2 jeunes poursuivis par des policiers, morts dans un transformateur électrique. Voilà, la mort de Ziad Ebouna. Une première révolte en banlieue en 2005, donc il se trouve que c'est sur ma ville. Donc automatiquement, moi, je sors ma caméra et je continue à filmer. Donc je filme, au début je filme pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, je me dis bon, peut-être que ça va s'arrêter. Finalement, les émeutes, elles durent 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, je filme et j'ai des images incroyables. Là, j'ai tous les médias de France qui sont là. Tout le monde veut nous acheter des images parce que je suis le seul à filmer de l'intérieur. Aucun journaliste ne pouvait rentrer, c'était assez tendu. Dans le quartier, ils ne voulaient pas avoir de journalistes. À côté de ça, je travaille aussi avec un artiste qui s'appelle JR. JR, qui est photographe, qui est un des artistes français les plus reconnus aujourd'hui dans le monde, qui a vraiment explosé. Donc nous, on a vraiment commencé ensemble sur ces territoires à Clichy-Montfermeil. Donc que ce soit tous les réalisateurs de courts-métrages, mais le point de départ, c'est Clichy-Montfermeil. Kim Chapiron, ses premiers courts-métrages, les frères Montel, ils sont tournés à Clichy-Montfermeil. Titi, ton niet, c'est Titi, Titi, sur Titi là, comme ça, Titi, des frères Montel, je comprends pas. Pourquoi tu rigoles toi? Quoi toi, radio, hein? Quoi? Tu sais, hein? Romain Gavras, son premier clip qui explose tout, Justice Stress, est tourné à Clichy. JR, ses premières expos à Clichy, donc tout est parti là-bas. C'était vraiment le point de départ de Courtrage. Donc les émeutes éclatent, moi je continue à filmer, ça dure 3 semaines, je filme pendant 3 semaines, j'ai les images, toute la presse, tout le monde veut m'acheter mes images, je refuse de les vendre. Clairement, je dis voilà, je vais faire mon propre film, je ne vends rien. Je me prends la tête, je rentre en montage et là je commence à monter mon film. Je monte une première version, sachant que j'ai filmé pendant 1 an. En fait, au bout de 3 semaines, je me suis dit, je vais continuer à filmer parce que ça ne s'arrête pas là, c'est pas parce que les émeutes se sont arrêtées que le sujet est clos. Ce qui se passe dans le quartier, tous les mouvements qui se sont montés, les partis politiques, tous les jeunes qui se mobilisent pour faire bouger les choses. Donc pendant 1 an, je filme tout ça et au bout d'1 an, je sors un premier film qui s'appelle 365 jours à Clichy-Montfermeil. Il y a des parents, il y a des gens qui passent, c'est bon. C'est ça qu'on veut, ouais. La justice, elle soit neutre. Elle soit pas avec la police, elle soit pas avec les jeunes. Neutre. Ça claque sa mère, ces fils de pute. Ah ouais, ça va. Je me suis fait tabasser 1 année, cousin. Je bande. C'est le petit teaser du documentaire 365 jours avec Clichy-Montfermeil. Donc bien évidemment, ce documentaire est censuré sur toutes les chaînes. On le propose à tout le monde, personne n'en veut, en tout cas en France. Donc on décide de le sortir en DVD. On sort un DVD qui marche plutôt bien, le film a été projeté, mais clairement le film il a voyagé mais à travers le monde. On a fait des projections mais vraiment partout, des tournées partout, mais vraiment il n'y a qu'en France où personne n'a... Il y a eu quelques projections comme ça un peu privées où il a été diffusé, mais clairement personne n'a voulu diffuser en France. France 2, ils m'ont dit écoute, le doc est super cool, mais tel qu'il est, on ne peut pas le diffuser. Voilà. Après ils m'ont laissé, ils m'ont dit ok, si tu veux, on peut proposer une case où tu peux faire un autre documentaire sur la cité et tout. Je l'ai quand même fait, j'ai fait un reportage de 26 minutes pour Envoyé spécial. Bon, clairement, c'était de lâcher. Je l'ai fait parce que c'était quand même important. Je me suis dit, quitte à faire passer un message, je le ferai. Mais je ne suis pas super, tu vois. L'idée, c'est on suit le médiateur qui tourne dans le quartier. Enfin bref, le film n'a pas été diffusé, donc on a continué à le faire tourner. Donc nous, on continue avec le collectif. On ne s'arrête pas là, bien évidemment. Donc moi, je continue à filmer. Ça, c'est vraiment mon truc. Et quelques années plus tard, je fais un documentaire qui s'appelle Go Fast Connexion. Donc c'est un documentaire qui traite des médias, en tout cas le traitement médiatique de la banlieue.
Voilà, c'est ce que je voulais dénoncer à travers tous les médias, notamment l'émission Droit de savoir présentée par Charles Villeneuve, qui était un peu la Rolls et les présentateurs un peu phares de TF1 qui n'arrêtait pas de dénigrer en tout cas les quartiers. Donc Charles Villeneuve, je fais appel à lui. Et en fait, à l'époque, il venait juste de se faire virer de TF1. Il venait de signer au Paris Saint-Germain. À l'époque, il était, je crois, directeur. Donc je lui demande de présenter le documentaire. Il joue le jeu, il me dit oui. Voilà. Je joue le jeu, il me dit oui. Donc je vais vous faire voir un peu la bande-annonce de GoFast. Bonjour, c'est Charles Villeneuve. Est-il possible de s'infiltrer pour un enquêteur dans une cité comme Clichy-sous-Bois, Montfermeil, là où je me trouve, réputée impénétrable? Monsieur, bonjour. Bonjour. La caméra, s'il vous plaît, vous coupez contact. Nous sommes loin ici de la French Connection des années 70 et du port de Marseille. Le cannabis arrive en 36 ou 48 heures du Maroc en go fast, avec un véhicule chargé de plus de 200 kg de résine de cannabis. Écoutez, direct, 106, 600. Les dealers déballent, goûtent et détaillent le cannabis pour la vente du lendemain. On dirait pas Bagdad ce bâtiment, puis pas sa grand-mère. Ces quartiers sont devenus des forteresses où il est difficile de s'infiltrer. Police. En fait, c'est un docu-fiction. Je ne devrais pas le dire parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est un docu-fiction où tout a été mis en scène, tout a été écrit. Voilà, c'était surtout pour dénoncer des émissions comme Le Droit de savoir, qui n'arrêtaient pas de stigmatiser les banlieues à cette époque-là. Donc c'était un documentaire justement pour critiquer toutes ces émissions qui passent leur temps à dénigrer quelque part les quartiers. Donc pareil, il a son petit parcours, la même chose, aucune chaîne n'en veut. Voilà, on propose à différentes chaînes, ils n'en veulent pas. Donc on le balance sur Internet. Je réalise mes films, je produis mes films, j'essaie de rester le plus indépendant possible. Et en fait, quand je parle sur un projet, j'ai pas forcément de production ou de chaîne qui me suivent. Donc je pars tout seul, je fais mon film et après je le propose à une chaîne. Donc il y a un vrai risque parce que souvent quand on fait un film, on va déjà démarcher une chaîne. Si la chaîne décide de le prendre, il nous donne un peu de fonds et là on peut commencer à mettre en place le projet. Mais il se trouve que nous on fait le contraire, c'est on y va, on tourne, on fait le film, on fait tout et on va le proposer aux chaînes. Si la chaîne ne veut pas le prendre, on se retrouve un peu quelque part dans la merde parce que ça a un coût, ça coûte assez cher, nous on avance tous les frais et à chaque fois on se retrouve où aucune chaîne n'en veut. C'est le cas aussi d'un autre film que j'ai fait parce qu'après bon, il y a eu GoFast et quelques années après j'ai fait un autre documentaire qui s'appelle 365 jours au Mali. Moi j'avais lancé ce concept, c'est une série documentaire qui s'appelle les 365 jours où l'idée c'est que je prends un an pour tourner un sujet. Parce que souvent aujourd'hui les journalistes ils arrivent en 2 semaines, ils écrivent le sujet, ils tournent en 3 semaines, ils ne prennent pas vraiment le temps de s'intéresser au sujet. C'est pour ça que souvent on a des émissions comme Le Droit de savoir qui arrivent et qui font des choses où on ne se reconnaît pas forcément à travers. Quand je traite un sujet, je prends vraiment le temps de le traiter, je vais sur place, je vais à la rencontre des gens, je prends vraiment le temps. Donc c'est ce qui s'est passé avec un film qui s'appelle 365 jours au Mali cette fois-ci, où j'ai couvert la guerre pendant 1 an. Donc au Mali, en 2012, il y a eu un coup d'État où les militaires ont pris le pouvoir, ils ont chassé le président ATT, Amadou Touré. Donc moi quand j'ai vu ça, moi je suis malien, je suis très attaché à mon pays et voilà, dans les médias j'entends que le Mali aujourd'hui c'est devenu l'un des endroits les plus dangereux au monde, il y a Al-Qaïda qui sévit, etc., etc. Quand j'entends Al-Qaïda, c'est que c'est pas clair. Donc de là je décide de prendre ma petite caméra et je m'aventure au Mali. Donc j'y vais, je prends un billet d'avion, au début je vais tout seul, je rencontre des gens et il se trouve que je reste 1 an. Enfin, je ne reste pas 1 an sur place, mais pendant 1 an, je fais plusieurs allers-retours, où j'ai fait à peu près 5 ou 6 allers-retours. Et j'avais envie d'aller voir sur place ce qui se passait, parce qu'aujourd'hui, les médias, moi, clairement, je ne leur fais pas du tout confiance, mais loin de là. Donc je me dis, allez, je vais aller voir de moi-même, parce que c'est quand même mon pays, voilà, ça me tient vraiment à cœur, donc je décide d'aller. Pour la petite histoire, c'est en gros, tu as les militaires qui ont pris le pouvoir, et tu as les djihadistes, avec l'aide des Touaregs, le MNLA, qui ont pris le pouvoir dans le nord du Mali. Donc le pays est divisé en 2. Tu as une partie où tu as les rebelles et les islamistes qui
contrôle le pays, et l'autre partie, c'est le gouvernement malien qui contrôle, mais qui est complètement dépassé. Donc moi je reste sur place, je m'aventure, je rencontre plusieurs clans, je suis tantôt avec les rebelles Touareg, le MNLA, je m'aventure avec les terroristes, les islamistes, enfin, je ne sais pas comment on les appelle. Je suis avec les milices, parce qu'il y a aussi des milices qui ont été créées dans tout le pays pour défendre les villages. Je suis à Bamako avec les militaires. Donc pendant un an, je tourne, je rencontre plein de clans et tout, et je fais un film au bout d'un an qui s'appelle 365 jours au Mali. Je vous fais la petite bande-annonce. Considérant l'incapacité du régime à lutter de manière efficace contre le terrorisme et à restaurer la dignité du peuple malien, le CNRDR a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. Je m'appelle Ladj, je suis français d'origine malienne. J'ai grandi en France mais je connais bien le Mali. Malheureusement aujourd'hui il semble faire partie des endroits les plus préoccupants du monde. J'ai donc décidé de prendre ma caméra et avec Saïd et Ben, on s'y est rendu. Sans filet, sans carte de presse, comme d'habitude. Voici ce que nous avons vu et entendu. Voici 365 jours de l'histoire de mon pays. Gardez-vous! N'ayez pas peur! Nous allons les dégager de là! Oui! C'est l'application des charia, ce n'est pas une autre chose. Donc voilà, 365 jours au Mali, c'était une sacrée aventure. Moi, clairement, comme je vous dis, je connais un petit peu le Mali, donc j'avais quelques petites connaissances comme ça. Mon concept, c'est que j'ai une toute petite caméra, toute pourrie, mais vraiment, hein, je tourne avec une petite Sony HD qui vaut 800 balles, qui paye vraiment pas de mine, mais qui est une caméra mais géniale. Franchement, je vous la conseille pour ceux qui tournent. C'est encore mieux que tous les réflexes, que tout. Vraiment, je vous le dis, c'est une petite Sony HDV avec un petit stabilisateur d'image. Et franchement, moi, je tourne quasiment tous mes films avec ça, et c'est juste incroyable, parce que quand les gens vous voient arriver avec cette petite caméra, personne ne vous prend au sérieux. Clairement, les gens ils disent, bon, ok, ça va être un petit amateur qui va faire quelques petites images. Donc voilà, je mets un petit micro qui est plutôt correct, et je me trimballe, et juste avec un sac plastique, je lance ma caméra dedans, et je m'aventure. Et donc, quand les gens ils me voient arriver, j'arrive quand même à me fondre, tu vois, je m'habille simplement, j'essaie de rester simple. Et quand je dis, j'ai traîné un an au Mali. Donc moi j'allais avec, par exemple, que ce soit avec le MNLA ou d'autres groupes, j'allais, je traînais avec eux, je restais avec eux, parfois je restais 2, 3, 5 jours, une semaine, 10 jours sans rien filmer. J'étais juste avec eux, tu vois, à traîner, à chiller avec eux, à avoir des moments durs, parce que le désert c'est très très dur, mais vraiment, c'était vraiment dur. On s'est retrouvés dans des aventures, on n'avait plus d'eau, plus à manger, mais vraiment c'était assez dur. Et en même temps la zone elle est très minée, c'est très dangereux, mais on était à Kidal, qui est un peu le fief de la rébellion, et on s'est retrouvés dans des histoires incroyables. J'ai failli mourir plusieurs fois, j'ai failli me faire enlever, j'ai eu plein d'histoires incroyables, j'ai dû me cacher dans des trous pendant 2 jours, c'était vraiment flippant, mais vraiment, là-bas clairement quand je suis arrivé à Kidal, ils me prenaient pour un espion français, un agent français. La première fois que j'avais été, en fait, avant d'aller pendant un an, j'ai fait un documentaire pour M6 qui s'appelait Sur la trace des otages français. Moi, je connaissais un peu le business des otages, je savais un peu comment ça se passait, donc j'ai décidé de faire ça. Je me suis dit, ok, je vais prendre ma caméra et je vais aller retrouver les otages. Parce que tout le monde cherchait des otages. Il y avait la France qui était là, tout le monde était à la recherche des otages français, donc je me suis dit, ok, moi je vais aller et je vais les retrouver. Je vais essayer d'avoir une photo, une interview, c'était un peu ça mon but. Donc je m'aventure au Mali, je pars, je me fais 2-3 contacts, j'arrive à Kidal, voilà, j'arrive quand même à avoir quelques informations. Et il se trouve qu'on m'a réclamé de l'argent pour aller voir. J'ai fait ma petite enquête, etc. Et quand j'arrive presque au milieu du mur, on me dit, ok, si tu veux les voir, c'est 30 000 €. Je dis, ok, je rentre à mon hôtel, je suis dans un hôtel pourri à Kidal. Et donc il se trouve que j'appelle un pote, je dis, écoute, bon voilà, j'arrive, je suis là, je suis au pied du mur, c'est bon, les otages, je vais les voir et tout, il faut 30 000 €, fais en sorte, envoie-moi des sous, c'est bon, ça va être réglé et tout. Et il se trouve que quand je passe le coup de
fil, j'ai pas fait attention, il y avait un mec qui était un peu planqué, qui a entendu toute ma conversation. Donc moi j'attends une réponse de mon pote, je suis à l'hôtel tranquille, le soir, bam, je suis dans ma chambre d'hôtel, ça tape à ma porte, on me dit ok, il y a quelqu'un qui veut voir à la réception, et j'arrive, je vois 2 Touaregs en turbané et 2 gendarmes maliens. Donc ils m'invitent à boire un verre. Tranquille, ouais, bonjour, ça va, oui, tout bien, ça va, la famille, tout va bien, oui, ça va et tout, et qu'est-ce que tu fais là? Je suis entouré, je suis venu voir la famille et tout, ah bon, quelle famille t'es venu voir? Et là j'ai un bug, parce que je ne peux pas sortir les noms, le gars avec qui je suis venu, en fait il m'a déposé à Kidal, il a fait demi-tour, il m'a dit clairement je ne peux pas rentrer à Kidal, si je rentre dans cette ville ça risque d'être compliqué, donc aventure-toi tout seul, et si t'as un souci tu me rappelles. Donc là, les Touaregs me cuisinent, qu'est-ce que tu es venu faire, etc. Je suis venu voir la famille, quelle famille, donne-nous les noms, non, je ne peux pas vous donner de noms, et là ça part un peu, ça devient un peu compliqué. Donc on discute, et là, bam, d'un coup, il me sort, voilà, on sait que tu es un agent français, tu travailles pour la France, on sait ce que tu es venu faire là, grosse tension, je lui dis ok, putain, je suis de la merde. Donc ça dure 1 heure, pendant 1 heure, il me cuisine, et les 2 Touaregs, ils partent. Et juste avant qu'ils partent, le malien, enfin les 2 gendarmes qui étaient là, qui étaient maliens, j'arrive à les convaincre, je leur dis clairement, écoutez, moi je suis malien, j'ai de la famille ici, etc. Et quand je dis mon nom et le village, il y a un des gendarmes qui connaît mon village. C'est lui qui m'a sauvé quelque part. Et donc les 2 Touaregs partent et les gendarmes restent un petit peu avec moi, je sens que c'est un peu tendu, les gendarmes partent, je me retrouve tout seul comme ça, assis, je suis un peu déboussolé, je ne sais pas trop quoi faire. Et là je vois les 2 gendarmes qui reviennent. Et il me dit dans ma langue, on s'en niquait, écoute, reste pas là, c'est des vrais bâtards, ils vont venir te chercher, pars-toi. Je fais ça, je me dis putain merde, je suis à Kina, en plein milieu du désert, perdu. Donc j'appelle mon guide, il devait être 23h, il ne répond pas. Je l'appelle jusqu'à, je crois, 2h30 du matin, au bout de 2h, je crois, ou 2h30, j'ai réussi à l'avoir, je lui explique. Écoute, je suis dans la merde, je crois qu'ils vont venir me chercher, trouver une solution, ils vont me chercher. Et bref, il réussit à m'envoyer quelqu'un qui me ramène à la sortie de la ville. C'est là où je suis resté 2 jours caché dans une maison, le temps qu'une voiture vienne me chercher, parce que Kidal, c'est... Pour arriver à Kidal, c'est pas quand comme maintenant, je crois qu'on a voyagé pendant 24 heures. Donc on a dû attendre 2 jours qu'on vienne me récupérer. Et des anecdotes comme ça, j'en ai plein, que ce soit avec les milices, que ce soit avec les djihadistes, que ce soit même avec l'armée malienne. Voilà, c'était une grosse aventure, ce projet en tout cas au Mali. Donc après ça, bon, je reviens en France, bien évidemment, le film me coûte quand même assez cher parce que je fais plein d'allers-retours. Et il se trouve qu'aucune chaîne n'en veut, putain de bordel. Je présente à toutes les chaînes et tout le monde me dit putain non c'est pas possible, etc. C'est compliqué, c'est la France qui est en guerre, on ne peut pas, et mon doc il est clair. Bon à la fin je dis clairement, là la France elle est là vraiment pour les intérêts, elle est là pour ses intérêts, elle n'est pas là pour sauver le Mali, voilà. La fin du film c'est ce que ça raconte. Et en fait pareil, toutes les chaînes, personne n'en veut. Il n'y a qu'une chaîne qu'on veut, parce que clairement écoute, tu me donnes tous les rushs, on refait le montage et là on te l'achète. Donc pour moi c'était hors de question. Donc ce qu'on a fait, comme d'hab, on a pris le documentaire, on l'a balancé sur YouTube gratuitement. Et tous mes films sont disponibles pour info sur YouTube et gratuitement, que ce soit GoFast, 365 jours, ou enfin les 2-365 jours à Clichy ou au Mali, disponibles gratuits parce que je pars du principe, moi je fais quand même des films pour que les gens les voient, même si j'arrive pas à les vendre, c'est pas grave, au moins il y a Internet qui est là. Et le concept de Pourquoi jouer, au départ c'était ça, c'était de faire nos films en AD et de les diffuser sur Internet. Voilà, on a besoin de personnes, aujourd'hui il y a de nouveaux moyens de diffusion. Certes, on ne gagne pas d'argent, mais au moins nos films ils sont venus. Le but, en tout cas des collectifs, c'était de faire montrer nos films. C'était vraiment le but premier. Après, moi, quand je dis, c'est un truc qui me passionne vraiment. Moi, quand je me retrouve dans ces endroits-là, je suis vraiment dans mon élément où je suis vraiment en kiff total. Moi, j'ai fait pas mal de zones où il y avait des conflits et c'est un truc qui me. Et vraiment, quand je me retrouve, j'ai fait plein d'endroits comme ça. Là, récemment, on avait fait l'Irak. On est parti pareil avec Romain Gavras. J'ai envie de dire, juste pour kiffer, d'aller sur place, prendre la température et voir comment ça se passe. On s'est retrouvés en Irak, à la frontière, on était vraiment à 2 km d'un village qui avait été pris par Daesh, ils ont menacé Daesh. Donc on s'est retrouvés à 3 km, on a essayé de rentrer dans le village, on n'a pas pu, il y a eu des tirs et plein de trucs. Donc, enfin, moi, quand je me retrouve un peu dans cette zone, je me sens vraiment dans mon élément. J'ai fait pareil, la Palestine, on avait tourné là-bas, en Israël, on s'est retrouvé pareil avec les brigades Al-Aqsa, on a suivi, je crois à l'époque c'était le numéro 2 le plus recherché par Israël, c'était un petit 19 ans, expert en explosifs. Nous on l'a suivi comme ça pendant un certain temps, on a fait un film qu'on n'a jamais réussi à sortir. Pareil pour le Mali,
même des conflits en France. Bon, ça reste des petits conflits, mais moi j'aime en tout cas couvrir les conflits ou aller m'aventurer dans ces zones-là. Voilà, après c'est un kiff, l'adrénaline, là je pars et on ne peut plus m'arrêter. Journaliste, c'est compliqué, j'ai un rapport qui est assez compliqué avec les journalistes. Clairement après je repère avoir ma carte de presse et de journaliste et tout, mais j'ai un problème avec les journalistes, clairement. Après moi je ne me considère pas comme un journaliste, hein, je me dis réalisateur, j'y vais, je m'aventure, j'essaie de faire mes films. Et après en reportage de guerre, c'est pas spécialement aussi, certes j'aime pour les conflits, mais si un jour je suis appelé à le faire, je le ferai, mais c'est pas spécialement ce qui me branche. Donc je vous fais voir un film qui s'appelle Chronique de Clichy-Montfermeil. Toujours on revient à ce fameux territoire qui est Clichy-Montfermeil. Donc quand je vous dis, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'artiste JR avec qui je travaille depuis plus de 15 ans. Donc quand je vous dis avec JR, on a mis en place plusieurs projets artistiques sur ce territoire, dont sa toute première expo à JR qui s'appelait Expo Nohu. Après ça, on a fait tout de suite après les émeutes d'ailleurs, on a mis un projet en place avec JR qui s'appelait 28 mm. L'idée c'était de faire les portraits de ses habitants en faisant des grimaces et de les coller sur Paris. On était vu un peu comme le cauchemar des Parisiens. On s'est dit, allez, on allait prendre les banlieusards, on allait les afficher, placarder dans tout Paris. Donc après, à autour de ça, on a fait un film et plein d'expos qui ont été faits par la suite à travers le monde. Qui aujourd'hui a une carrière juste incroyable, c'est une évolution, elle est juste folle. Donc JR, on continue à bosser ensemble. Là, récemment, on a fait un film qui s'appelle Chronique de Clichy-Montfermeil, où on raconte notre parcours sur ces 15 dernières années. Donc tous les 2 ans, tous les 2 ans avec JR, on met un projet en place sur ce territoire. Et là, ce film raconte tout notre parcours sur 15 ans et ça s'appelle Chronique de Clichy-Montfermeil. La première fois que JR a fait mon portrait, j'avais une caméra à la main. Et tout le monde pensait que je tenais une arme comme dans un braquage. C'est ici, à Clichy-Montfermeil, que tout a commencé. Bienvenue en enfer. Ce qui a déclenché cette violence, c'est la mort de 2 mineurs. Le CRS, il venait de partout. Il y avait la rage. Filmer tout ce qui se passait était le meilleur des armes. Ma colère, je l'ai exprimée avec mes images. On va tout détruire. Au moins comme ça, on s'entend. Et 1, 2, 3. Dans la fresque, tu auras plein d'histoires racontées. C'est à vous de nous dire dans quoi vous voyez. Les gens nous regardent un peu plus maintenant, tu vois. Vas-y, filme, JR. Bordel de merde, on est en France ou pas, là? Montrer les événements de l'intérieur. Montrer qu'on existe. Donc voilà, les Chroniques de Clichy-Montfermeil, c'est un film qu'on a sorti l'année dernière, je crois. Donc on a fait une version pour Blackpist, qui est l'application qui diffuse le film, et ensuite on a eu, en fait, le point de départ de ce projet, c'est qu'on a eu une carte blanche, maintenant on a été surpris, on a une carte blanche d'1 heure par France Télévisions. Wow. Voilà, envoyé spécial, ils nous ont dit, écoutez les gars, vous avez 1 heure, carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Après oui, bien sûr, après il y a la force de frappe des JR qui est là. Et donc en gros, il dit, ok, vous avez une carte blanche d'1 heure, proposez ce que vous voulez. Donc on réfléchit à un projet, on s'est dit, ok, quand on va reprendre un peu tout ce qu'on a fait, on va présenter un film d'1 heure qui retrace un peu tout notre parcours. Donc le film a été diffusé sur France 2, Blackpist, et là, c'est encore en négociation, on essaie de faire une version plus longue qui sera au cinéma. Donc il y a une version qui se prépare. Et donc Chronique de Clichy-Montfermeil, pareil, voilà, ça retrace un peu tout notre parcours. Et là, à la fin du film, on a mis en place une œuvre, une fresque énorme qui fait 40 mètres de long, avec tous les habitants de Clichy-Montfermeil, plus de 700 personnes, où on a représenté un peu tous les habitants. On part du principe que Clichy-Montfermeil, c'est un petit village, donc on a représenté vraiment tout le monde, que ce soit les médiateurs, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui travaillent, les politiques et tout. Donc c'est une fresque qui regroupe tous les habitants. Donc on l'a inauguré
Dans un premier temps au Palais de Tokyo à Paris, ensuite on a fait une expo aussi dans la cité où on a mis l'œuvre. Pareil, on a fait déplacer tout le monde, et justement il y a Hollande à l'époque était président, qui a joué le jeu, qui a inauguré la fresque, il y avait toute une histoire avec Hollande. Donc voilà, Chronique de Clichy Montfermeil. Bon, pareil avec JR, on continue à bosser, on prépare une grosse expo sur les territoires, parce que si vous racontez Clichy Montfermeil, en tout cas la cité des Bosquets, aujourd'hui n'existe plus. Là, on a eu le plus grand plan de rénovation urbaine sur Clichy Montfermeil. Donc il ne reste plus qu'une tour aujourd'hui. Vous verrez dans le film que vous verrez toutes les tours tombées, il n'en reste plus qu'une. Et là, on a prévu de faire une grosse expo sur cette tour qui devrait être dans le 8 septembre prochain. Et symboliquement, c'est fort parce que c'est la dernière tour. Donc on considère que Clichy Montfermeil, c'est un peu un studio de tournage, donc quelque part, ça raconte toute une histoire. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Peut-être à voix haute. Après, à voix haute, c'est plutôt une commande. C'est pas un projet personnel que j'ai mis en place. Je pense que c'est un mec que je connais, enfin un pote, qui a monté ce projet d'une association qui s'appelle Eloquentia, où il propose un concours d'éloquence. Donc lui, il a fait ce concours, ça avait duré peut-être sur 2 ans. Et la 3e année, il voulait en faire un film, donc on s'est parlé, et j'ai décidé de réaliser ce film. Donc je suis super fier, hein. C'est un film qui parle aussi de la banlieue, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que dès que ça parle de la banlieue, forcément ça me concerne. Et donc j'ai décidé de le suivre dans cette aventure, qui est une super belle aventure. On a un groupe de jeunes issus des quartiers qui vont se former à parler en public, à prendre la parole. Il y a tout un concours, et à la fin il y a un finaliste. Je vous fais voir la petite annonce. Je suis là pour vous préparer au concours Eloquentia, qui dans 6 semaines va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition, c'est que vous y mettiez de vous-même. Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Allez, on va faire un pour-contre. Ah, et Franck, si t'as pas d'argument, tu rentres. Donc moi, je suis pour 3 raisons. 0 argument, alors ça c'est de la merde. Voilà, maintenant ça suffit. Allez, hop là. En fait, vous êtes des grands starbés, quoi. J'aime parler devant les gens, j'aime être écouté, et j'aime me faire ressentir des émotions. Vous pensez quoi du fait que je veuille devenir acteur? Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Moi, si j'ai envie de prendre la parole, c'est parce que j'ai envie de repenser le féminisme. La parole, c'est une arme. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir me défendre. On va y arriver. Je te jure qu'on va y arriver. On n'est pas loin du tout. Demain, la tête haute, je marcherai fière. Non, 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 c'est à chier. C'est nul, c'est parfaitement nul. Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire, je vais me lever et puis je vais le faire. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Avant, quand on voulait manifester son attachement à la liberté d'expression, on disait « Je suis Charlie ». Maintenant, à partir de ce soir, je dirai aussi « Je suis Sonny ». Voici venue l'heure du jugement dernier. Est-ce que vous êtes prêts à leur faire un triomphe ? Et donc oui, c'était une super belle aventure. Comme je dis, voilà, c'était à la base, on voulait en faire juste un documentaire qui était destiné à la télé. Donc on a fait une version lunaire pour France 2. En fait, le truc a tellement cartonné sur France 2 qu'on a fait une autre version pour le cinéma. On l'a sorti quelques mois après en salle. Et franchement, devant ça, c'était incroyable. On a quand même fait 200 000 entrées pour un documentaire qui a été, c'est énorme. Voilà, les producteurs ont gagné beaucoup d'argent sur ce film. Donc, là, sur 10 ans, je me concentre vachement sur les documentaires, c'est ce que je kiffe faire, mais mon rêve, en vrai, c'était de faire de la fiction. Tous mes potes, que ce soit film, roman ou compagnie, j'ai plus fait de la fiction. Donc je me dis, voilà, je me prépare à ça. J'ai mis du temps à arriver à la fiction parce que, vous savez, quand on évolue dans une équipe, comme on a des mecs super bons, comme Philippe Chapiron, qui a fait 3 longs métrages, Romain Gavras, on en a fait 2. Voilà, et tu te dis, toi t'arrives derrière, t'as pas le droit à l'erreur. Clairement, il faut faire mieux qu'eux. Clairement, moi je sais ce que je me suis toujours dit, le jour où j'arrive, il faut que je fasse mieux que tout le monde. Voilà. J'arrive de banlieue, etc. Je n'aurai pas droit à une deuxième chance, clairement.
donc pour ça, ça a pris un peu plus de temps, donc j'ai pris le temps de le faire. L'année dernière, enfin, il y a 2 ans, j'ai décidé de créer un premier court-métrage qui s'appelle Les Misérables. Donc pareil, j'écris le film, je rencontre 2 producteurs, ils me disent ok, on a vraiment envie de bosser avec toi, c'est charmé ce que tu fais, on veut que tu gardes cette énergie, d'être indépendant et tout. Ce qu'on te propose, c'est que tu gardes ton indépendance, on a une enveloppe de temps, on te la donne et tu fais ce que tu veux. Je me dis, bon, si c'est ça, pourquoi pas? Et puis, moi, clairement, je fais ce que je veux. Pas un moment, il faut aller dans cette direction. Si je fais ce que je veux, je propose un truc, on me dit, regarde. Moi, je suis vachement à la confiance. Vraiment, quand je sens, j'y vais. Quand je sens, j'y vais pas. Après, moi, les contrats et tout, bon, après, on décide. C'est sûr, à un moment, il faut s'y mettre. Il y a des gens qui s'occupent de ça, qui signent. Mais moi, les 3/4 du temps, c'est vraiment au film. Vraiment, si je le sens, j'y vais. Si je le sens pas, je le pousse, et comme ça. Donc les 2 mecs, je les sens bien, tu vois, je me dis, bon, c'est 2 jeunes producteurs quand je dis, je me dis, allez, pourquoi pas on lance. Ils me disent, ok, donc de là, je leur propose un court-métrage que j'avais déjà commencé à écrire. Je leur dis, ok, moi j'ai cette idée, si ça me branche, je dis, ok, génial, écrit. Donc on écrit le film, je me débloque une enveloppe et tout, c'est cool, j'ai un budget pour tourner, je monte mon équipe et tout, je trouve que c'est assez génial d'avoir toute une équipe autour d'un film. J'ai toujours une équipe tout seul, j'écris, je filme, je monte. Je suis tout seul, et là, le fait d'avoir toute une équipe à mon service, je me dis, putain, c'est bien, limite, t'as presque plus rien à faire, c'est encore plus facile, quoi. Et donc là, j'ai toute mon équipe, j'écris le film, on tourne, pareil, puis chez fermé. Donc on lance ce premier court-métrage. Donc je monte une première version, au début, je suis super déçu. Vraiment, je suis là, pas bien, je me dis, putain. Et j'ai la pression de mes potes, surtout, que ce soit Clim, Romain, tout le collectif Contragé. Je me dis, putain, mes potes, ils vont voir, parce que nous, entre nous, on se connaît depuis qu'on est en maternelle, voire en primaire. Donc, on a toujours grandi ensemble, et on se parle clairement, et encore aujourd'hui. On a toujours un avis sur les projets de tout le monde. Je me dis, putain, quand mes potes vont voir le film, putain, ils vont nous insulter, tout. C'est vraiment, pour Talon, on part du principe. Si on sort une œuvre, il faut qu'elle soit chambée, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, pour que ce soit un coup, il ne faut pas que ce soit moyen. Si on arrive, il faut que ce soit béton. Donc je monte une première version du cours, super stressé, je trouve le truc super nul. Mais vraiment, je vois la première version, je suis dégoûté, presque déprimé et tout. J'appelle mes 2 producteurs, ils regardent, ils me disent, bon, c'est pas terrible, tu vois, mais c'était une première version. Je pars en déprime, je suis pas bien et tout, tac, je repars en salle de montage, on renvoie cette monteuse Flora, on se prend la tête, bam, 2e version, je le fais voir, et là tout le monde me dit, ah putain, c'est pas mal. On va quand même l'envoyer à Clermont-Ferrand, c'est le plus gros festival de court-métrage. On le balance à Clermont-Ferrand, même pas fini, pas étalonné, pas mixé. Et là, Clermont, c'est génial, on prend et tout. Hop, c'est là, donc on fait les films, tranquille, on commence à pouvoir autour de nous, les gens trouvent ça vraiment cool. Donc il a ce petit parcours, les festivals, on commence à gagner plein de prix. On balance à Clermont, on prend un premier prix à Clermont. On va dans notre festival, on en parle, et au bout d'1 an, on a fait, je crois, 150 festivals, on a gagné plus de 30 prix. Donc en mars, on est au Cédar, le film est sélectionné au Cédar en février 2018. On n'a pas gagné le Cédar, mais bon, il y a quand même cette reconnaissance qui est là, qui coule, on se dit, bon, on va essayer de pousser le projet. Donc on lance le projet Les Misérables en long-métrage, donc mars. Le problème me dit, ok, il y a une vraie carte à jouer, si tu arrives à sortir un scénario avant cet été, on débloque des sous et on tourne. J'ai mars, avril, mai, juin, juillet, j'ai 4 mois pour écrire un scénario. Et on se tape, pendant 4 mois, je fais que ça, je me tape, j'ai un scénario, on se prend la tête, mais au bout de 4 mois, on torche un scénario, une première version. Tout le monde dit, putain, c'est cool, etc. On va chercher les financements, CNC, l'aventure au 7, CNC ne prend pas l'histoire, donc il ne file pas de thunes. On est assez déçus parce qu'on comptait vraiment sur le scénario de CNC parce que c'est quand même 500 000 balles. Nous, le film il a coûté pas très cher, c'est un budget à 2 millions. Et si on a 500 000 balles en moins, c'est quand même un peu chaud. Donc on a 1,5 million au lieu de 2 pour faire le film. Je me dis ok, on enfonce, on tourne en août. Donc 5 mois plus tard on tourne, et là on est obligé de finir le montage. Donc là on a commencé à faire les premières projections et tout. Franchement c'est cool. Vraiment, moi je suis super content, je suis super fier du film. Je l'ai fait voir à tous mes potes, tout le monde a validé. Donc pour moi, après le reste, c'est pas, tu vois, à partir du moment où les gens avec qui je travaille m'ont dit c'est bon, c'est cool là, je peux plus cool, je suis super content. Donc là, le film est quasiment fini. On va essayer de le présenter à Cannes et essayer d'avoir une sortie pour
septembre-octobre, si tout va bien. J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça? Eh, c'est bon, Ça va, je gère. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil! Ceux qui te respectent une palme. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone là? Il y a un gamin inconscient là. C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo si on veut. C'est quoi votre problème à vous? C'est quoi votre putain de problème là? C'est moi la loi! Donc t'es en train de m'expliquer quoi là? C'est un accident? Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère. Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là! T'auras jamais l'esprit bac toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement on joue pas nous. Donc on a fini de tourner à peu près en septembre. Donc septembre, j'avais un projet qui était dans la tête depuis plus de 10 ans. C'était de monter une école de cinéma. Donc on part du principe qu'aujourd'hui les écoles de cinéma, elles sont difficiles d'accès, elles sont souvent réservées à une certaine catégorie de gens, etc. On s'est dit qu'on allait ouvrir une école, pas forcément réservée aux gens de banlieue, c'est vraiment une école que l'on a tous, mais c'est vrai que je le dis, c'est voilà, moi je vis vraiment les gens de cité, les gens des zones rurales, les gens qui n'ont pas forcément les moyens. L'idée c'est ça, donc on a lancé l'école en octobre dernier. On propose 3 formations. Donc on a une première session de scénariste, une seconde de réalisation, une troisième de post-production et montage. Pour la première session, on a 10 places, en fait c'est 10 places par session. En fait, quand on a lancé l'appel à la candidature, on s'est retrouvé avec 1044 candidats pour 10 places. Donc on s'est dit, putain, il y a un événement qui est énorme, une vraie demande. Donc sur 1044, on a pu prendre que 10 personnes. Donc 10 personnes qu'on a formées pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, chacun avait un scénario de court-métrage, bouclé, prêt à être produit. Donc nous, l'idée, c'est qu'il y a un vrai suivi, c'est on prend les jeunes, on les forme, on les aide à réaliser leurs films, produit les films derrière. Donc cette année, on va produire déjà 5 courts-métrages sur les 10, avec toute l'expérience que j'ai eue, que c'est possible de réinventer les façons de faire des films, les façons de produire. On a 10 scénarios, on va en produire 5. Un court-métrage en moyenne à produire, c'est entre peut-être 40, 50 et 100 000 euros. On part du principe qu'avec moins de 10 000 euros, on va produire des films. C'est pour ça que là, on va lancer ces 5 premiers courts-métrages. Donc la première session qui fait les films, il y a une seconde session, on va reprendre 10 autres réalisateurs qui vont réaliser les scénarios de la session d'avant. Donc les scénaristes ne réalisent pas leurs films, parce qu'ils sont vraiment scénaristes. Donc les réalisateurs récupèrent ces scénarios qu'ils réalisent. Et ensuite on reprend 10 autres monteurs qui vont monter les films. Mais il y a un suivi, parce que l'école elle est ouverte, par exemple les gens de la première session, ils peuvent venir pour la deuxième session. L'école elle est ouverte, ils ont une chaise qui est disponible durant toute l'année, donc ils peuvent venir quand ils veulent. On va former ces gens-là, on va les produire, parce que même là, dans l'idée, sur les... Là, cette première année, on va produire les 5 courts-métrages, et dès l'année prochaine, l'idée, c'est de produire les 10 courts-métrages, et sur les 10 courts-métrages, on sélectionnera le meilleur court-métrage qu'on développera en long-métrage. Donc la stratégie, c'est ça, c'est de contrôler toute la chaîne, du début jusqu'à la fin. On ne va pas contrôler la distribution, parce que c'est encore plus compliqué, mais en tout cas, de l'écriture à la réalisation jusqu'à la post-production, on va essayer de contrôler toute la chaîne. Donc là, on a lancé la première école sur Clichy-Montfermeil. On est à la deuxième session, la troisième session qui commence dans un mois. Et là, à partir du 1er avril, on va commencer à réaliser tous les films. Et après, en mai, on va commencer avec la session de monteurs. Mais après, avec cette école, nous, symboliquement, c'était important de la monter sur le territoire de Clichy-Montfermeil, donc c'est là que tout est parti. Mais en tout cas, on a pour ambition de développer ces écoles dans le monde entier, clairement.
ambitieux, mais on a déjà commencé, on va lancer cette année des écoles en Afrique, c'est la première étape. On va lancer au Sénégal, à Dakar, on lance à Bamako, au Mali, on lance en Côte d'Ivoire, à Abidjan et on lance au Maroc. Voilà. Bon, l'idée c'était, parce que moi j'y crois, le cinéma africain c'est le prochain marché qui va être exposé clairement. Aujourd'hui on sait tous que le Nigeria est quasiment le 3e producteur de films, et qu'il y a un marché qui est énorme en Afrique. Donc nous on cible vraiment le marché africain, je suis bien évidemment le marché européen, mais on s'est dit qu'on allait mettre un pied en Afrique, on allait former les gens parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en Afrique. Le Courtage B, il y a à l'époque, déjà il y a 10 ans, on a monté une filiale qui s'appelle Courtage B Africa. On a monté une boîte de prod au Mali, on a produit plusieurs projets. Et on s'est rendu compte que les 3/4 des gens n'étaient pas formés. Donc là, on va proposer des formations, on a fait plusieurs partenariats en Afrique avec Canal+, et d'autres groupes. Parce que même eux, ils sont devant, ils essaient de développer un maximum de projets, que ce soit des séries, des films pour le marché africain, mais ils se rendent compte que personne n'est formé. Donc il y a un vrai potentiel qui est énorme. On va monter les écoles déjà en Afrique de l'Ouest, et après on va essayer de s'agrandir, mais le but c'est pas de s'arrêter là, c'est de monter les écoles partout. Parce que même en Guadeloupe, hier j'en parlais, j'ai vu sur la radio. Nous clairement, si on a des partenaires ici qui sont prêts à nous suivre et à nous aider à monter une école ici, c'est le but. Nous on donne toutes les clés, on a un peu de financement, l'idée c'est de trouver aussi, c'est de faire des espèces de contrôle, des financements en France et dans les pays où on va monter les écoles. Donc s'il y a des partenaires qui sont prêts à s'impliquer dans ces projets, voilà, on est vraiment ouvert, on est prêt à ouvrir les écoles. Et c'est pas très compliqué parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas très compliqué en vrai. Au début, avant de monter le projet, on s'est dit c'est une machine énorme, il faut des moyens, il faut du monde. Et finalement, à 3, on a réussi à monter l'école. J'ai pris mon frère qui est avec moi qui s'occupe de toute l'administration. On a embauché une personne qui s'occupe de l'administration. On gère tout. On gère tout de A à Z, il n'y a rien de très compliqué. Après, on a fait des partenariats avec, là pour l'école, en Clermont, on a un partenariat avec les ateliers Médicis qui nous mettent à disposition des locaux, un peu de financement et du matériel, donc ça facilite. Mais ce n'est pas des coûts énormes. Je me dis, il y a possibilité de monter ces écoles. Voilà, il faut payer les salaires, les formateurs et tout, mais nous on y croit. En tout cas, le but de l'école Courtage B, c'est d'avoir des écoles dans les 4 coins du monde. On va commencer avec la France, on attaque l'Afrique cette année, on espère se développer dans tous les continents. Donc, je pense qu'on va conclure. Bravo, merci beaucoup. So why is it got to be so damn tough? Damn.